Bonjour à tous, je m'appelle Loïs. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet particulièrement d'actualité en cette période de fin d'année, d'autant plus pour moi qui suis née entre Noël et le jour de l'an. Sur ce coup-là, je prends double peine, à savoir la difficulté à recevoir des cadeaux et à en offrir, et d'autant plus quand on est autiste. Personnellement, en tant qu'autiste, justement, j'ai énormément de mal avec cette période de l'année où tous les humains semblent avoir décidé d'un commun accord qu'il fallait faire des cadeaux et accepter également d'en recevoir. Effectivement, offrir des cadeaux et en recevoir, ça a l'air d'être une activité naturelle et agréable pour la plupart des personnes. Mais pour moi, et je pense pour beaucoup de neuroatypiques, c'est particulièrement compliqué. Alors déjà, offrir des cadeaux, j'ai l'impression que pour les personnes neurotypiques, c'est-à-dire les personnes qui ont le même fonctionnement que l'immense majorité des êtres humains, offrir un cadeau, c'est genre, bah tiens, je rentre dans une boutique pour me balader, hein, parce que je trouve ça agréable de me balader dans un magasin. Et oh tiens, ça serait génial pour Jean-Pierre. Et oh bah tiens, je vais le prendre. Oh puis ça, je suis sûre que Ghislaine va adorer, je le prends. Et bam, les cadeaux de Noël sont faits. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est genre, bon, je suis invitée, qui va y avoir? Ok, il y aura ces personnes-là, il faut que je réfléchisse à qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Comment elle est leur maison? De quoi ils aiment parler? Comment ils sont habillés? C'est quoi leur loisir? En fait, je vais comme ça passer en revue tout ce que je pense savoir sur ces personnes. Et je pars dans plusieurs heures de réflexion, limite par personne en fait, pour essayer de rassembler tout ce que je pense savoir sur ces personnes. Essayer justement de retrouver une cohérence parmi tous les bouts d'informations épars que j'ai pu collecter au fur et à mesure que j'ai côtoyé ces personnes, et essayer du coup de définir une ligne directrice parmi tous ces morceaux épars. Imaginez le temps que ça prend et l'énergie que ça prend quand il y a 15 invités pour Noël, quoi. Ça peut être très très vite, très épuisant. Et d'autant plus quand il y a dans le lot des personnes qu'on voit assez peu et qu'on voit surtout pour Noël, une fois par an, en fait. Soit dit en passant, l'exercice il est d'autant plus difficile quand on est autiste, en tout cas moi me concernant, parce que moi je sais que j'ai une mémoire différente de celle des personnes neurotypiques. J'ai pas une mémoire linéaire où je me souviens des choses comme on lirait une histoire en fait. Enfin je sais pas si c'est comme ça que les neurotypiques fonctionnent, mais moi je sais que j'ai une mémoire particulière. En fait mes souvenirs ils me reviennent par association d'idées de manière complètement incontrôlée, et je peux pas exactement aller rechercher les souvenirs comme j'en ai envie en fait. C'est à un moment donné, je vais penser à quelque chose et ça va me ramener à autre chose qui va me faire remonter d'autres souvenirs. Mais c'est difficile de trouver une ligne directrice, en fait, parmi tous ces souvenirs que je peux essayer d'avoir. Donc, du coup, essayer de retrouver plein de souvenirs sur une personne donnée pour essayer de trouver ce qui peut lui plaire et qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour Noël, c'est assez compliqué. Alors, je pourrais éventuellement, du coup, faire des choix plus neutres, ce que font beaucoup de gens, je pense, et c'est aussi ce que moi je fais parfois, du coup, pour éviter l'épuisement, hein, n'est-ce pas ? Et donc essayer d'offrir quelque chose que tout le monde aime. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose que tout le monde aime, en fait. Même si je dis, bah, je vais offrir des chocolats, bah, c'est rassembleur, hein, le chocolat, de base. On se dit qu'à peu près tout le monde est censé aimer le chocolat. Oui, mais lesquels ? En fait, dans les rayons, il y a des dizaines et des dizaines de variétés différentes. Du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat avec de l'alcool dedans, du chocolat blanc. Donc déjà ça, en fait, dans un magasin, avoir énormément de choix comme ça, déjà c'est très très compliqué. Parce que du coup, nous, ça nous fait bugger, en fait, devant trop de choix. Et puis en plus, il faut que j'essaye de choisir non pas par rapport à mes goûts à moi, parce qu'en fait, moi j'ai tendance à acheter toujours les mêmes produits. Comme ça, je m'évite la question du choix. J'achète tout le temps la même chose. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut que j'essaye de me souvenir qu'est-ce que cette personne-là, elle peut aimer. Est-ce qu'elle a déjà mentionné en ma présence qu'elle pouvait aimer ci ou ça? Est-ce que je l'ai vu faire? Il faut que j'aille chercher ce souvenir-là. Et si je ne me rappelle pas précisément sur cette personne-là, je vais aller essayer d'établir comme un modèle prédictif, en fait, concernant la personne, pour savoir si elle est potentiellement apte à faire partie du groupe des personnes que je pense aimer le chocolat avec de l'alcool dedans, par exemple. Mais bon, imaginons que j'y arrive, et que j'arrive à choisir ce que je vais offrir à Tata Josette. Bah en fait, ensuite, je dois choisir dans quel magasin je vais aller, et je dois choisir quand je vais y aller. Bon, ça, vous me direz, c'est pareil pour vous. Sauf que la différence, pour moi, c'est que, comme pour beaucoup d'autistes, en fait, on déteste les magasins. Moi, je déteste les endroits où il y a beaucoup de stimuli, beaucoup d'objets, beaucoup de lumière, beaucoup de choses à voir, à analyser, à comprendre, beaucoup d'énergie qui interfère avec ma sphère personnelle, beaucoup de sons,
beaucoup de personnes, beaucoup de bruit, beaucoup de conversations qui vont attirer mon attention et qui vont m'emmener dans mes pensées, etc. Et que je vais pas pouvoir m'empêcher d'entendre et auxquelles je vais pas pouvoir m'empêcher de répondre intérieurement, et etc. Et alors que en fait je suis là pour trouver le cadeau de tonton Jean-Claude. Et tout ça, ça va m'empêcher de le faire. D'autre part, en tant qu'autiste, en dehors du fait que les magasins c'est pas des endroits agréables pour nous et qu'on y va le moins possible, en tant qu'autiste on souffre souvent de quelque chose qui s'appelle la dysfonction exécutive. C'est une difficulté plus ou moins marquée pour réaliser des actions et qui peut intervenir à différentes étapes en fait de la réalisation d'une action. Déjà il y a trouver l'énergie et la motivation de se mettre en marche pour réaliser cette action, trouver les étapes qu'il va falloir mettre en place pour réaliser cette action, et puis ensuite choisir de quelle manière on va la réaliser, puis réussir à la réaliser. Toutes ces étapes-là, elles sont compliquées et elles nécessitent chacune énormément d'efforts et de travail. Et ça nous demande à nous, autistes, beaucoup plus d'énergie qu'à un neurotypique, en fait. Et souvent beaucoup plus de temps. Entrer dans un magasin et y acheter quelque chose, pour un neurotypique, je pense que c'est quelque chose d'assez banal, que vous faites tout le temps, et que vous faites peut-être même avec plaisir d'ailleurs, ou en tout cas ça vous indiffère. C'est un acte banal du quotidien. Pour nous, c'est un effort qui nous rappelle à chaque fois à quel point le monde il est pas fait pour nous, et parfois c'est un effort qui est trop difficile en fonction de notre état de fatigue et qu'on peut pas réaliser en fait. Personnellement, quand je suis dans un magasin, je stime beaucoup. Donc stimer, hein, c'était faire des gestes, des trucs comme ça, des gestes un peu nerveux qui permettent d'évacuer son stress, se balancer, faire les 100 pas nerveusement. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire qui permettent effectivement d'essayer de se débarrasser du stress, mais effectivement quand on est dans un magasin on essaie de le faire, personnellement j'essaie de le faire de manière assez discrète pour pas se taper l'affiche non plus quoi, parce que c'est un peu particulier sinon. Puis j'aime pas ça quand on me regarde. Donc je sais que quand je vais aller dans un magasin ça va être désagréable pour moi. Ça va être épuisant, j'ai pas envie d'y aller en fait. Si je le fais, c'est juste pour répondre à une injonction sociale en fait, qui veut que quand on voit les gens à Noël, on doit leur offrir un cadeau. Et donc je le fais pour ça, mais en fait ça me fait pas plaisir. Ça, pas à ce stade-là en tout cas. À ce moment-là, j'ai pas envie d'aller dans le magasin. Donc voilà. Et que du coup, à partir du moment où quelqu'un vous a invité pour Noël, c'est compliqué de refuser. Même si cette année je l'ai fait. Mais sur le principe, c'est compliqué de refuser. Et donc du coup, on se doit de le faire en fait. Parce que sinon, on est mal vu, on est rejeté. C'est dur à vivre aussi. D'ailleurs, si on refuse une invitation pour Noël, les gens insistent en fait. Ils ont l'impression qu'on la refuse parce qu'on veut pas déranger ou autre. Et ils veulent surtout pas qu'on se sente rejeté. Et pour eux, ça leur fait plaisir en fait de nous inviter. Et donc c'est compliqué en fait de refuser aussi. Parce que du coup, ça voudrait dire leur expliquer qu'en fait, ça nous fait pas si plaisir que ça. Et c'est très compliqué, surtout les gens sont pas forcément prêts à entendre ça, ni à le comprendre en fait. Ils imaginent pas en fait toute l'angoisse et l'épuisement que ça génère chez nous en fait. Donc ils font ça pour nous faire plaisir et ça nous fait pas plaisir en fait. Donc moi du coup comme je déteste les magasins, j'essaie d'être stratégique et de voir si je peux limiter le nombre de magasins dans lesquels je peux aller, c'est-à-dire acheter pour le plus grand nombre de personnes dans le même magasin. Comme ça limite quand même l'épuisement potentiel que ça va générer. Mais même une fois qu'on est dans le magasin, comme pour l'exemple des chocolats, il y a trop de choix en fait. Il y a aucun article dans un magasin n'existe en un seul exemplaire, ou c'est rare en fait. Et surtout à la période de Noël où ils font en sorte d'avoir pléthore de choix. Là pour le coup, moi quand je me retrouve face au rayon, je suis obligée de me lancer à nouveau dans une étude comparative en fait, en me basant sur des modèles prédictifs que j'ai intégrés, en me basant sur ce que je pense savoir de la personne, pour essayer d'imaginer lequel de ces items qui est dans le rayon pourrait correspondre le mieux au tonton Michel quoi, voilà, ou à mamie Paulette. Et c'est pareil, c'est basé sur ce que moi je pense savoir de la personnalité de cette personne, et en fait, en tant qu'autiste, on est souvent à côté de la plaque, en fait, faut le dire, sur ce qu'on pense savoir des personnes. Sauf quand on les a beaucoup observés, qu'on les a beaucoup côtoyés, mais sinon, c'est compliqué de savoir réellement qui sont les gens qui sont autour de nous. Alors je pourrais aussi établir d'autres modèles, peut-être que certains autistes le font, d'autres modèles d'achat, dire voilà, je prends celui qui est le prix pile au milieu, ou le moins cher, ou le plus cher, ou celui qui a l'emballage rouge. On peut imaginer plein de méthodes en fait pour savoir comment on va choisir
Mais moi j'aime bien, alors je dis pas que c'est pas une bonne méthode, je pense que pour beaucoup d'autistes et de neuroatypiques ça peut être une bonne méthode. Moi personnellement j'essaie vraiment de faire plaisir aux gens, que même si c'est compliqué, je l'ai déjà expliqué, mais j'ai vraiment envie que les gens soient heureux en fait, justement parce que ça m'a coûté tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement de réflexion, tellement de temps, que du coup si en plus la personne elle est déçue, c'est super chaud. C'est vraiment super chaud. Donc j'ai vraiment envie de faire plaisir et du coup si en plus je vois au moment où je lui offre que la personne elle aime pas, c'est déchirant quoi. Et ça m'en renvoie encore une fois de plus que je suis un extraterrestre et que j'ai rien à faire ici, que je ne suis pas un être humain comme les autres et que c'est compliqué à vivre et que je comprends pas les êtres humains. Et donc tous ces efforts là, voilà, ils sont multipliés par le nombre d'invités présent et tous les ans en fait, c'est à refaire une fois par an. Le mois de décembre c'est un mois cauchemardesque pour moi, à cause de ça notamment. Mais le plus dur est pas encore passé là, quand on en arrive là, le plus dur c'est le 24 décembre lui-même en fait. Parce que le 24 décembre, il va falloir se confronter au visage des gens qui vont ouvrir les cadeaux qu'on leur a offerts. C'est compliqué parce qu'on a l'impression de passer au tribunal, enfin personnellement j'ai l'impression de passer au tribunal parce que je me demande si vraiment ça va, mes réflexions ont fonctionné et si réellement j'ai réussi à faire plaisir à la personne. Je suis en attente de mon jugement en fait, je suis un accusé au tribunal en attente de mon jugement. Parce que du coup, il y a un truc aussi, hein, c'est que les neurotypiques disent souvent que les autistes n'ont pas d'empathie. C'est pas vrai, c'est faux. On a juste pas la même que vous. Moi je comprends pas les gens, je comprends pas les codes sociaux, je sais pas précisément ce qu'il faut dire à quelqu'un quand il est dans telle ou telle situation, ou si quelqu'un pleure en face de moi, je suis nulle, je sais pas comment réagir, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qui est attendu, je sais pas, je suis nulle. Mais par contre, je lis les gens. Quand j'arrive à les regarder, alors c'est plus facile de les regarder si eux me regardent pas, bien sûr, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux, c'est compliqué, mais si eux ne me regardent pas, je les regarde énormément. Et en fait, j'arrive à lire des choses sur les visages. Et j'arrive à voir ce que les gens ressentent et à le ressentir moi-même. En fait, je suis une éponge. J'ai juste pas l'empathie au niveau des codes sociaux, mais j'ai l'empathie sensorielle, en fait. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, quand je sens que je suis moi-même dans le trop-plein, je regarde pas les gens, parce que leur ressenti, en fait, me pollue. J'ai déjà assez à faire avec les miens. Et par contre, quand je cherche à avoir ce ressenti de l'autre, pour savoir où il en est, notamment dans mon travail, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon travail et qui est très très efficace. C'est un super pouvoir, en réalité. Je regarde les gens, je sais ce qu'ils ressentent. Je sais pas forcément ce qu'ils pensent, mais je sais ce qu'ils ressentent. Donc quand je cherche à avoir cette information-là, je suis capable de la trouver. Donc ça aussi, c'est de l'empathie. C'est juste pas forcément la même empathie que vous. C'est-à-dire qu'on va pas forcément dire la bonne phrase au bon moment, mais on va savoir ce que la personne elle ressent quand même. Ce sera juste pas en se basant sur les mêmes signes que vous. Voilà. Et donc là, bah voilà, quand il s'agit de regarder les gens qui vont ouvrir les cadeaux que je leur ai offerts, là c'est extrêmement angoissant pour moi, c'est limite de la torture en fait, parce que je veux à tout prix savoir si j'ai réussi mon coup et si le fruit de mes réflexions a fonctionné ou pas. Là où c'est le plus facile, c'est avec les personnes très extraverties. Moi j'aime bien les gens extravertis parce que moi-même je suis plutôt introvertie, même si je peux avoir un faux self qui peut paraître extraverti. J'aime bien les gens très extravertis parce qu'ils donnent beaucoup d'informations. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, on voit beaucoup, ils disent beaucoup, ils montrent beaucoup. Donc c'est plus facile à interpréter, c'est plus facile de pas se tromper en fait. Avec les gens très extravertis, souvent j'arrive à pas trop me gourer et surtout quand ils vont ouvrir leur cadeau, à voir si j'ai tapé dans le mille ou pas. Mais le pire en fait, c'est même pas tant ça. Alors bah effectivement, hein, si au moment où la personne ouvre le cadeau, si elle n'est pas vraiment heureuse, je vais le voir. Ça va être déchirant. Ça va être très compliqué pour moi à vivre, mais bon, voilà, une fois que c'est fait entre guillemets, on est tranquille pour un an, quoi. Mais le pire, c'est le moment où c'est moi qui reçois les cadeaux. Là, le stress, il est au max. J'ai le cœur qui bat la chamade, je suis super angoissée et je suis plus que jamais dans le faux self. Et le faux self, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de personnalité de façade que les neuroatypiques développent et utilisent dans les interactions sociales. Ça a un comportement, en fait, qui correspond à ce qu'on pense et attendu par les autres. C'est pas notre vrai nous. C'est comme enfiler un costume, mettre un masque. Les gens croient que c'est nous, c'est rare les gens qui détectent le faux self. Moi j'arrive souvent à détecter celui des autres parce que j'en ai un moi-même et que c'est plus facile. Mais c'est rare que les gens détectent le faux self. Ils croient que c'est vraiment nous. Donc les gens ont souvent une fausse image de nous, notamment nous les femmes du coup, puisque du coup on est très très fortes pour ce qu'on appelle le masking. Autistic masking, ils appellent ça en anglais. C'est cette capacité à faire semblant d'être normal, alors qu'on ne l'est pas. Et donc au moment où je dois ouvrir mes cadeaux, moi je suis dans le faux self à fond,
Le mien, justement, comme je le disais, il est relativement extraverti, souriant, sociable, rien à voir avec qui je suis vraiment, à savoir une personne introvertie, angoissée et solitaire. Un aspect qui est difficile quand j'ouvre les cadeaux que les gens m'offrent, c'est que ça me confronte à l'image qu'ils ont de moi. Ça me fait mal parce que du coup ça me rappelle à quel point cette image qu'ils ont de moi, elle est pas réellement qui je suis en fait. Parce que justement je suis dans le faux self avec les gens et qu'ils ont une fausse image de moi. Et que du coup, parmi les personnes que je côtoie, il y en a extrêmement peu qui savent réellement qui je suis. La plupart ont une fausse image. Et c'est de ma faute, entre guillemets, c'est parce que j'ai développé un faux self. Mais j'ai développé un faux self parce que j'avais pas le choix. Parce que quand j'étais réellement moi-même, j'étais rejetée. Donc pour être acceptée, j'ai développé un faux self. Et à cause de ce faux self, quand les gens me font des cadeaux, ils sont à côté de la plaque. Et c'est extrêmement frustrant. Tout ça, c'est valable, je pense, pour la quasi-totalité des autistes et neuroatypiques. Mais le plus dur... Le plus difficile au moment où on ouvre les cadeaux, ça reste de montrer une réaction. Alors ça, c'est un truc qui est très compliqué aussi quand on est autiste, c'est que faire de son visage. Ça, c'est un truc qui m'a toujours posé problème. Alors maintenant, j'ai trouvé un peu la parade, je souris beaucoup, je souris tout le temps, je souris à tout le monde, les gens aiment bien, alors c'est parfait. C'est pas vraiment ce que je ressens, c'est pas vraiment ce que je pense. Mais visiblement ça marche, puisque les gens me décrivent souvent comme quelqu'un de souriante et d'avenante, voilà, c'est pas vrai, c'est pas ce que je suis, mais ok. Mais du coup, montrer une réaction et donc sourire, en l'occurrence quand on est en pleine réflexion, c'est quand même compliqué. Sourire quand on est dans une situation d'interaction sociale, on se concentre là-dessus, sur le fait d'afficher un sourire sur notre visage, et ça va. Quand on est déjà pris dans autre chose, parce qu'on est dans un sentiment particulier, parce qu'on est dans une situation d'angoisse, de stress, etc., c'est très, très épuisant de maintenir en même temps ce masque du sourire sur le visage. En réalité, si je m'écoute, au moment où je reçois le cadeau, en vrai, je suis prise dans mes pensées. Est-ce que j'aime ce qu'on vient de m'offrir ? Comment est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je me le serais acheté moi-même? Comment je vais faire pour que cet objet devienne pas un poids dans ma vie? Parce que pour moi, dans mon ressenti je suis quelqu'un de minimaliste. Dans mon ressenti, les objets, ils ont un poids énergétique. Et ce poids énergétique, il prend de la place dans ma vie, dans ma maison. Par rapport à ça, c'est pas forcément évident pour moi de trouver une place dans ma maison et dans ma vie pour un objet qu'on m'offre et que je ne me serais pas forcément offerte à moi-même parce que j'en avais pas forcément besoin. Et très rapidement, j'ai la sensation de crouler sous le poids des objets qui sont dans ma maison et j'éprouve le besoin très rapidement de faire du vide et de me débarrasser des choses qui pèsent un poids énergétique dans mon intérieur. Mais si c'est un cadeau, ça me donne l'impression d'être terriblement ingrate en fait. C'est très compliqué à vivre. Du coup voilà, je me pose toutes ces questions. Pourquoi est-ce que cette personne m'a offert ce cadeau? Quelle image elle a de moi pour m'offrir ce cadeau? Est-ce qu'elle attend quelque chose de moi par rapport au fait de m'avoir offert ça? Est-ce qu'il y a un message caché derrière? Alors je sais que c'est une question qui peut paraître bizarre. Est-ce qu'il y a un message caché derrière un cadeau? Mais personnellement, en tant que femme très masculine, on m'a souvent offert des trucs de fille. Le cauchemar absolu pour moi. Les trucs de filles, c'est quelque chose qui réveille des traumatismes d'enfance en fait, quand on essayait de me faire rentrer dans une case qui n'était pas la mienne, à savoir celle des filles, puisque je ne suis pas une fille, n'est-ce pas? Et en fait, dans ces cas-là, en plus d'avoir cette sensation de dire, bah voilà, super, la personne elle m'offre quelque chose alors que c'est pas quelque chose qui va me plaire, mais en même temps, j'ai la sensation qu'elle m'envoie le message, je ne t'aime pas comme tu es. Je voudrais que tu sois différente. Et ça, c'est extrêmement violent à recevoir. Alors peut-être que c'est pas réellement la pensée de la personne, mais moi c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le reçois. Pour moi c'est vraiment violent et difficile à vivre. Bref, au moment où je reçois le cadeau, je suis en intense réflexion en fait. Et c'est à ce moment-là que la personne qui me l'a offert me regarde et attend une réaction de ma part. Moi je dois réussir à m'extraire de mon monde intérieur de réflexion intense pour retourner à l'extérieur de moi, trouver l'énergie pour afficher ce masque social, ce sourire, les remerciements, et éventuellement même des fois on va devoir se justifier de pourquoi on aime ce cadeau et qu'est-ce qu'on compte en faire, et pour prouver que vraiment oui ça nous plaît. C'est épuisant à faire, littéralement, pour moi, et je pense pour beaucoup d'autistes. Au final, à la fin de la soirée de Noël, je suis éreintée, vidée, épuisée. Je suis plus qu'un fantôme et je n'ai plus qu'une seule envie, c'est m'effondrer. Et je tiens parce qu'il y a du monde. Généralement,
Les jours qui suivent, je suis en shutdown complet. Donc les shutdowns, c'est des crises autistiques où on est complètement refermé sur soi et on n'a pas l'énergie de faire quoi que ce soit, on n'a pas l'énergie de parler, on n'a des fois pas l'énergie de se nourrir ni de quoi que ce soit. Donc vous comprendrez aisément pourquoi pour moi et de nombreux autistes, les fêtes de fin d'année c'est rarement des périodes agréables et c'est loin d'être une fête. Et les anniversaires c'est encore pire, et le mien est 5 jours après Noël, merci mon Dieu. Les anniversaires c'est encore pire parce que on est le seul à recevoir un cadeau. On est vraiment au centre de l'attention. Et là, tout le monde nous regarde. C'est juste l'horreur. C'est pour ça que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fêté mon anniversaire. Je crois que de mon âge d'adulte, je n'ai quasiment jamais fêté mon anniversaire. J'ai horreur de ça. Si jamais vous avez une personne autiste dans votre entourage, le prenez pas mal si, comme moi cette année, elle décide de boycotter Noël. Et si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à lui demander ce qu'elle en pense et comment elle voudrait que les choses se passent. Et si tout ça, c'est des difficultés aussi pour elle, éventuellement, pour peut-être lui faciliter les choses. Je précise quand même que tout ce que j'ai expliqué, ça correspond à mes difficultés. C'est pas forcément le cas de toutes les personnes neuroatypiques. Et inversement, certaines personnes neuroatypiques peuvent avoir d'autres difficultés concernant les fêtes de fin d'année et concernant le fait de recevoir et d'offrir des cadeaux que je n'ai pas mentionné ici. C'est pas parce que moi j'ai ces difficultés-là que c'est le cas de tous les autistes et tous les neuroatypiques. Et de manière générale, j'ajouterais aussi que c'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose que ça nous est confortable pour autant. Partir du principe que si une personne peut le faire, ça veut dire qu'elle n'est pas autiste, c'est entièrement faux. Il y a des degrés dans l'autisme et on a tous des choses qu'on peut faire ou ne pas faire. On n'a pas tous la même manière d'être autiste et du coup, faut pas tirer des conclusions de cet ordre-là. Parfois, on peut faire les choses, mais ça nous épuise. Et comme tout nous épuise tellement dans ce monde, parfois savoir précisément ce qui nous pose problème, c'est impossible. Et c'est ce qui nous empêche précisément de prendre soin de nous. Lorsqu'on a identifié un stimulus comme problématique, c'est facile de l'éliminer. Ce qui est compliqué, c'est quand on est envahi de toutes parts par une armée de stimuli inconfortables, au point de ne même plus être capable de savoir comment on peut s'en protéger et lequel est réellement le plus douloureux, etc. Merci à tous de m'avoir écouté et j'espère que mon expérience personnelle pourra vous permettre de mieux comprendre notre quotidien. Si vous souffrez des mêmes difficultés que moi, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos proches pour leur expliquer ce que vous vivez.